Mesdames et messieurs, camarades, bonsoir. Merci d'être présents ce soir. L'équipe Isegoria est très heureuse de vous accueillir pour sa deuxième conférence de l'année 2019. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Madame Sophie Beau, cofondatrice et directrice générale de l'ONG SOS Méditerranée. Mais avant toute chose, j'aimerais remercier Audencia Business School pour son soutien et l'équipe Isegoria pour leur implication. Depuis 2014, l'Europe traverse une crise migratoire. Et jusqu'à aujourd'hui, aucune solution n'a été encore trouvée. On assiste à un bras de fer diplomatique entre les pays européens sur le sujet de l'accueil de l'afflux de migrants. Ces personnes tentent de traverser la mer Méditerranée tous les jours aux dépens de leur propre vie. Plus de 17 000 disparus et morts en mer Méditerranée entre le 1er janvier 2014 et le 30 juillet 2018. En effet, selon l'Organisation internationale pour les migrations, la mer Méditerranée est la route migratoire la plus meurtrière au monde. Et c'est en toute connaissance de ce grand défi du début du XXIe siècle que Madame Sophie Beau, vous avez dédié votre vie à la cause humanitaire, membre de plusieurs ONG telles que Médecins sans frontières, Médecins du monde, directrice associée de prospective et coopération pour promouvoir l'action sociale et humanitaire. En 2016, vous avez cofondé l'ONG SOS Méditerranée pour venir au secours des réfugiés qui errent sur des embarcations de fortune en mer Méditerranée. Peut-être que le nom Aquarius vous évoque quelque chose. C'est un navire de sauvetage affrété par l'ONG SOS Méditerranée qui a secouru près de 30 000 migrants dans la mer Méditerranée. L'été dernier, cependant, l'Aquarius a été refusé à plusieurs reprises par les gouvernements italiens et maltais, avant d'accoster en Valence, en Espagne. Cet événement met en lumière une crise sous-jacente, celle de l'accueil par les pays européens. Et s'il est évident, d'un point de vue humanitaire, qu'il faut sauver des vies, le contexte actuel ne semble pas aller dans ce sens. En effet, avec la montée du populisme en Europe et la disparité inhérente de l'Europe à 28, comment parvenir à une attitude commune vis-à-vis de ce sujet ? Si ce sujet ne fait pas toujours consensus auprès de l'opinion publique, aujourd'hui, nous avons devant nous une vision humanitaire de ce phénomène. Maintenant, sans plus tarder, je vous invite à regarder une vidéo d'introduction, puis je laisse la parole à Madame Sophie Beau. Bonne conférence à tous. C'est pas le 4 qui me quitte, c'est moi qui me gagne. Chez Maï déjà, chez Papa et fait des dégâts. Dans un gribon de bombardier, je vais te casser l'eau de pas te marier. Ne tiens pas là, mais ça va pas aller. Bon, mon os de gros, allez, d'aller. Là, je vais la faire chialer. Africa, tu n'as pas d'âge. Il veut te marrer. Ton famille sera prise au tas. À quoi c'est de donner à case? Pour être concentré, il faut penser à quelque chose qui peut te concerner de très proche. Un parent, tu sais qu'il est sur un bateau et il va couler. Il faut penser à ça, voilà. Et 1h30 à passer tout seul avec les vagues et l'horizon. We spend most of our time patrolling around 28, 25 nautical miles off the Libyan coastline. The rescue zone is vast. Actually, it's the whole coastline of Libya. I mean, we're talking about thousands of kilometers. Il y a d'autres ONG qui travaillent. EU member states. Commercial ships. Garde-côte italien. Anyone who can save them. Some people get picked up by the Libyan Coast Guard, and those people are usually taken back to Libya. The rest of the people drown. The Aquarius is a big orange ship that is a lifeline for people who are fleeing hell.
On est sur le pont avant de l'Aquarius, le navire de 77 mètres qui fonctionne avec des équipes opérationnelles 365 jours par an pour porter secours à des embarcations en détresse au large des côtes libyennes. I download the weather to see if it's likely that there are going to be departures from the coast of Libya. It's very dependent on how big the waves are. Basically, there could be a rescue tomorrow morning. But then after that, it's quite unlikely for the next few days. We have the capacity to comfortably carry 500 people on board, and in extreme occasions, we can carry more. We do a lot of training. Just check that it has been bombing and then the pain is well controlled. And then at 5 o'clock, we usually wrap up work. On s'occupe un peu comme on peut. According to the Italian Navy helicopter, there are approximately 50 people on board. Yeah, I would say about half an hour now. These boats, they really fear that they're going to be captured rather than rescued, and so they're quite hesitant about stopping. Ask them to kill their engine if they can. Hello, salut! English, français? C'est très important que vous restiez calme. On va vous donner des gilets de sauvetage. Est-ce qu'il y a des gens avec vous qui sont pas en train de respirer? Écoutez-moi, le bébé avec le maman au papa, ok? Assistance, s'il vous plaît, merci. Okay, let's just pull back and wait till they calm down, then we'll come back. Sans silence, no rescue, okay? Let's go. Oh, la, 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 la. Okay, it's pretty tight in here. I reckon we got about 130, 140. So we're going to get the women and children off, and then we'll move on to the men. Faut faire passer les life jackets à l'arrière. Sea is an ineffective border control system. It kills the most weak and allows the strong to live. And for me, that's unacceptable. So using death as a tool to control a flow over a border is something I can't stand. Let's get the kid without the life jacket off, please. Okay, this is the head here, you guys good? Somali. Arabic, no, it's not a gun. It's like a knife or something. Come with me, come with me. Come on board. My friend, welcome on board. Their conditions are so bad in Libya and all the other places that they came from. We are here to help people in distress. Anybody have problems with that? Well, that's their problem. I'm not going to apologize for saving lives. If more people would just drown here at the gates of Europe, it would be a shame in history for us. Ça va? Bienvenue sur le bateau. Bienvenue, tu vas aller t'installer. Tu viens de Guinée-Bissau. Guinée-Bissau. Oh, Portuguese. Tu as quel âge? Souri? Souri, tamam. Okay, bag. Bag. C'est un morceau de bâche entouré de 2 morceaux de boudin et consolidé par 2 morceaux de bois. Donc c'est beaucoup de morceaux mis ensemble mais qui vont pas très loin. Il n'y a pas assez d'essence, on est quand même sur un ratio de 10 personnes au mètre carré en moyenne. Ils ne sont pas faits pour flotter plus de 10 à 12 heures. If you go with 5 knots, it will take 60 hours. I would say that they were going about 4 knots. So it's more or less a short way to death. And that tells us how desperate people are to flee, because nobody are risking their children's life on a dinghy if it wasn't for this water is actually safer than the country they are fleeing from. Yeah. Rescued. This means you have an infection with scabies. In Italy, medicine. Scabies, not serious. It's okay.
Nous avons 606 personnes à bord. Bonjour, prends un thé, un thé. Tu as oublié ton thé? Est-ce que tu as la peau qui gratte? Tu sais, gratte, c'est comme ça. Ok, donc ça veut dire qu'il y a une infection. Ce n'est pas grave. Somalia, ça va, Juan Exced. Ça va, des biscuits pour toi. Et enfin, Maafi Calabush. Calabush is the word for kidnapping in Libya, because most of the migrants have been kidnapped. When you're sitting on the deck of a ship with a young man, and he's telling you about normal things that young men experience, like being hungry or having a dream or whatever, and then he comes out with this story, and I've heard that story thousands and thousands of times. We've rescued about 23,000 people. There's 23,000 stories. Mon nom c'est Lévis, j'ai 10 ans. Mes parents sont au pays. Abazar Adam Hassan, 24, from Sudan. Je m'appelle Mehdi Bakari. Mustafa, I come from Somalia. He's my best friend. We just stay in each other, so we are happy. My name is Hassan Nato, من سوريا. Mohamed Salih Koulibaly, j'ai 18 ans, je viens de la Guinée. Mongo Rodrigue. Fofana Baba. Mama Saïd Abdallah. Wilfried Abloga. Samassi Vamouchouari. Le voyage n'est pas du tout facile. C'est le courage, seul le courage peut te faire progresser. Quand c'est dur, seul les durs avancent. Je suis quitté par le nord du Cameroun. Le Niger, Agadez, Libye. Guinée, Mali. Je me suis retrouvé au Mali. Mali, Algérie. J'ai passé par la Mauritanie. Burkina, au Maroc. Venu au Niger. Au Maroc, je suis allé en Algérie. Quitté au Niger, venu en Libye. Et de l'Algérie, je me suis retrouvé en Libye. On a fait au moins 2 semaines dans le désert. Some people got dead in the desert. Il n'y a pas Croix-Rouge dans le désert, vous marchez comme ça, il n'y a pas même une arme. Arrivé à la frontière Algérie-Libye, c'était la catastrophe. La bastonnade a commencé là-bas. Tu rentres en Libye, tu as commis tous les péchés du monde. When I left my home, I come up with what you call mobiles and what you call money that I have in my pocket. On te prend tout ça là. J'avais seulement un test, je l'ai toujours avec moi. C'est une prière pour le voyage, le chant de Zacharie, et que je chante souvent quand je veux prendre la route, je lis, je médite, qui nous mettent à l'abri de tout danger, des noyades. J'ai vu violer les femmes avec qui dans mon convoi. Tu vois les blackmails gauche à droite, on les jette dans les ordures. Le racisme. Ils ont mangé les femmes, ils ont fouillé les gens. Ils ont commis les gens, ils ont tué sur les gens. Et un jour, la police est venue nous arrêter. Nous envoyer à la prison. They asked me for ransom. Tu comprends le numéro de ton père ou de ta mère, tu lances à l'oreille, tu demandes de l'argent. Torturing us too much, you can imagine. Torturing us without no mercy. Pour que tu cries, que ton parent puisse entendre ton cri, pour qu'ils envoient de l'argent. Donc, comme mes parents n'ont pas de moyens, moi aussi, j'ai duré un peu, ils m'ont maltraité fort. On envoie les courants, on met sur votre pied. I'm trying hard to delete this moment in my mind. I'm trying hard. On tire dans les fusils, on tire dedans. Ils vont faire le vidéo de ça. Beating anywhere in your body. Ils prennent les photos. Tous mes dos sont tracés où je suis actuellement. Your head is down and your feet is up. Okay, like this. Pour payer au moins somme de 600 €. Tu payes ça, tu sors. Il y a un arabe qui est venu, je ne sais pas comment ça s'est passé. On m'a remis à cet homme. Et nous ont vendu. Je ne voulais pas travailler à Libye, mais j'ai travaillé à Libye. Working hard, gathering money to go out of Libya. Et puis deux fois, on ne te donne même pas ton argent. Il dit, Khalas, c'est que le travail est fini, barra. C'est que tu quittes. Et puis on prend Khalas et des fois, on tire en haut. Une fois payé, tu attends, c'est le passeur qui te contacte. Le bateau devait prendre 120 personnes. Après, on a embarqué les gens. Le bateau est percé, on était nombreux dedans, il y avait 160 personnes. Et ils nous ont donné boussole. Et puis, ils ont dit de prendre cette direction. Et ils ont encore d'autres gens qui peuvent encore te reprendre sur l'eau. I tried twice before. Et t'as ramené dans la prison encore. I got busted. On nous a trahis. Kula Jama. If you don't stop, they are going to shoot the boat. Il y a d'autres qui ont pris l'eau, ils se sont fait arrêter 3 fois par les mêmes personnes. Les Asma Boys. Et tu payes chaque fois, I pay $6,000. ما بتمناها حتى لعدوي ما بتمناها بس اضطرينا يعني وضعنا ما بسمح لنا
La meilleure rencontre que j'ai faite pendant mon voyage est la rencontre du grand bateau sur la mer. Dans Beaux-Arts, tous les migrants connaissent ça. Les migrants du Maroc, de Libye, quand tu entends Beaux-Arts, non, ça veut dire que tu as gagné. There is some place, okay, you like it from your heart. I like Germany kinda. Je vais aller en Italie. Je ne connais rien de ce pays. Germany is the best site for me as a surgeon doctor. Je rêvais d'être ingénieur en Europe. Je vais étudier ici la sociologie. If I got opportunity in my life, you know what I'm saying? I got education until I get that. Education is life. Chacun a son objectif. Rencontrer en Niger. Même s'il n'est pas en forme, si je le vois, je suis content. If you have lost any family members while you were on this journey, you can always speak to the Red Cross. France. Un homme doit toujours lutter pour se faire une place au soleil. La souffrance est un conseil pour ceux qui veulent réussir demain. Life is short, okay? It doesn't need to be in war. It doesn't need to be in conflict. Some people struggle to see the human in all this. And for me, that's the kind of the horror of it all. Just recognizing that there's a person trying to live their life there. That's completely real. Something that I hope everyone watching this will remember after watching it. This is a very real situation with real human experiences, not just numbers. Courage à tous mes frères, tous mes amis, mais précisément mes frères noirs qui se trouvent aujourd'hui en Libye, dans des prisons. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour va se lever. Madame, merci encore d'être venue ici. Donc on vient de voir que l'Aquarius est au cœur de vos activités, était au cœur de l'actualité. C'est bon là? Oui. On a vu que l'Aquarius a été au cœur de votre activité et puis de l'actualité cet été en particulier. Donc est-ce que vous pourrez peut-être repréciser qu'est-ce qui vous a mené à cofonder l'ONG SOS Méditerranée, et puis peut-être pourriez-vous nous dire où vous en êtes actuellement avec l'Aquarius et avec vos actions actuellement. Merci. Alors, la création de SOS Méditerranée en 2015 s'est produite. Vous avez entendu la question ou pas? En fait, c'est pourquoi est-ce qu'on a créé, pourquoi est-ce que j'ai cofondé SOS Méditerranée et où on en est actuellement de nos activités. Donc, la création de SOS Méditerranée en 2015, à l'initiative d'un capitaine de marine marchande allemand qui s'appelle Klaus Vogel, et on s'est rencontrés et on a décidé ensemble de créer SOS Méditerranée, se situait dans un contexte d'absence totale de navires de sauvetage en mer Méditerranée, à un moment où, et c'est encore le cas aujourd'hui, où on savait que la mer Méditerranée était l'axe migratoire le plus mortel au monde. C'est toujours aujourd'hui le cas. Après, en fait, une opération de sauvetage qui a duré 1 an, qui a été organisée par la marine italienne, qui s'appelait l'opération Mare Nostrum, donc financée par l'Italie, et qui a permis de secourir 150 000 personnes entre novembre 2013 et novembre 2014, suite à un très gros naufrage qui avait eu lieu devant l'île de Lampedusa, qui est l'îlot le plus avancé tout au sud de l'Italie, vers la Libye, et qui avait pu rendre visible, en fait, avec malheureusement 366 victimes, donc vraiment un très très gros naufrage, qui avait pu rendre visible, parce que ce naufrage s'est produit devant l'île de Lampedusa, vraiment devant les côtes, à tout d'un coup rendre visible ce drame qui normalement se déroule en haute mer sans témoins.
Et donc il y a eu une prise de conscience assez soudaine, subite. Les Italiens, eux, savaient ce qui se passait, mais au-delà de l'Italie, de l'opinion publique mondiale, qui a été très très choquée de voir, parce que des caméras ont pu aller filmer, et donc ça a été très médiatisé cet événement. Voir cela, ça a beaucoup marqué les esprits, et ça a donc amené le gouvernement italien à mettre en place cette opération de sauvetage, qui était la première opération de sauvetage, alors que sur cette route de Méditerranée centrale, des départs avaient lieu et des naufrages avaient lieu depuis le début des années 2000. Donc 2000-2013, près de 15 ans déjà, sans aucune activité organisée et d'ampleur de sauvetage. Il y avait évidemment des sauvetages qui avaient lieu quand des bateaux rencontraient les embarcations, mais ce n'était pas organisé. Et surtout, les États ne mettaient pas en œuvre leur responsabilité qui est définie dans le droit maritime international et qui est de protéger et de secourir les bateaux dans leurs eaux, au large de leurs côtes. Donc face à cette situation, voilà, l'Italie réagit, met en place une grosse opération de sauvetage, et puis cette opération a été, pour faire court, torpillée par l'Union européenne, qui a à l'époque parlé d'appel d'air. Et on pourra certainement en reparler, puisque c'est une thématique qui revient très fréquemment dans le débat. Donc l'idée de l'appel d'air, c'est de dire que les gens prendraient une embarcation et mettraient leur vie en jeu en mer parce qu'il y a des navires de sauvetage. Bien évidemment, si on regarde les faits, je vous le disais à l'instant, ça faisait 15 ans que la mer Méditerranée centrale était parcourue par ces embarcations, il n'y avait pas de flotte de sauvetage, les gens partaient. Il y a eu l'opération Mare Nostrum, il y a eu des sauvetages, je vous disais 150 000 personnes secourues. Vous pouvez imaginer ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu ces navires de sauvetage. Et puis, cette opération a été donc torpillée par l'Union européenne et elle disparaît un an plus tard, en novembre 2014. Que se passe-t-il en novembre 2014 ? Les gens continuent à partir massivement et l'hiver 2014-2015 devient l'hiver le plus meurtrier qu'ait jamais connu la mer Méditerranée, avec de très gros naufrages qui se sont succédés et qui ont à nouveau provoqué une vive émotion publique aussi. Et c'est à ce moment-là que Klaus Vogel a pris contact avec moi. Donc moi, de profession, je suis humanitaire, lui, capitaine de marine au long cours. Et ensemble, on s'est dit qu'on pouvait travailler ensemble à la création d'un projet humanitaire de la société civile qui, évidemment, ne serait certainement pas suffisant pour régler cette question d'ampleur, parce que c'est évoqué dans le film, on parle d'une zone qui est vaste, qui est au large de la Libye. Dans les eaux internationales, ce sont des milliers de kilomètres carrés, c'est très grand. Donc un bateau, ça peut évidemment pas suffire. Mais on se disait, et notre démarche, et là je réponds plus précisément à votre question, c'était de se dire qu'en tant que citoyen humanitaire ou marin, nous avons aussi une responsabilité face à ce drame, et cette responsabilité individuelle, elle est aussi notre responsabilité collective en tant que citoyens. Et lorsque nos États sont défaillants, nous considérons, nous citoyens, société civile, qu'il faut prendre nos responsabilités, même si ça ne suffit pas pour régler le problème. En tout cas, notre postulat de départ, c'était on peut essayer de faire quelque chose, et on se disait, si on arrive à sauver ne serait-ce qu'une vie, il faut le faire. Voilà, donc le pari était là. On s'est appuyé sur une très forte mobilisation de la société civile. SOS Méditerranée a été créé donc en Allemagne puis en France à peu près au même moment, en mai-juin 2015, puis en Italie en février 2016. Nous avons trouvé l'Aquarius en novembre 2015 et les opérations ont démarré en février 2016. Et vous voyez là un reportage qui a été tourné en 2017. 34 mois d'opérations qui ont permis de secourir 29 523 personnes dans les conditions que vous avez pu voir là à l'instant. Aujourd'hui, donc pour répondre à la question d'après, l'Aquarius a été démobilisé au mois de décembre parce que nous avons dû mettre fin à l'affrètement de ce navire. Pourquoi ? Parce qu'il y a, depuis 2017, il y a eu une campagne très importante de criminalisation des ONG de sauvetage en mer, donc toujours sur cette thématique de l'appel d'air. Donc ce serait en fait l'ambulance qui créerait le blessé quelque part. C'est ça un peu la rhétorique sous-jacente. C'est parce qu'il y a des bateaux de secours qu'il y a des gens qui arrivent en Europe.
Et donc, il y a toute une criminalisation qui a commencé d'abord par une campagne de communication qui était très localisée dans des sphères d'extrême droite, d'abord en Italie. Et l'Italie, effectivement, supportait seule depuis des années, comme je le disais tout à l'heure, les secours en mer de cette zone. Elle était complètement isolée. Elle a appelé à l'aide l'Union européenne, qui n'a pas répondu à cet appel. Non seulement n'a pas répondu, mais a mis fin à cette opération Mare Nostrum. Et ça a été extrêmement mal vécu par l'Italie, et évidemment à juste titre, puisqu'il portait seul cette énorme opération. Effectivement, il y a eu un retournement de l'opinion publique en Italie. Et petit à petit, les ONG sont devenues les boucs émissaires. Alors je dis les ONG parce qu'il y a eu d'autres ONG de sauvetage qui se sont créées. Les ONG sont devenues les boucs émissaires de ce problème et désignés comme les responsables des problèmes par une partie très localisée dans l'extrême droite au départ de l'opinion publique italienne. Puis, ce discours-là, cette criminalisation a fait du chemin, s'est propagé à des sphères plus politiques en Italie, puis un peu au-delà de l'Italie. Et il y a eu d'autres aspects qui ont été mis en œuvre dans la criminalisation. Enfin, j'avance peut-être sur d'autres questions que vous vouliez parler, que vous posez, mais voilà, je plante un peu le décor. Notamment des aspects judiciaires. Les ONG de sauvetage en mer, et SOS Méditerranée en a fait partie aussi, ont tous les bateaux de sauvetage humanitaire ont été criminalisés et l'objet de poursuites judiciaires, y compris l'Aquarius. Et cet épisode de criminalisation judiciaire de l'Aquarius, donc nous avons été, l'Aquarius, et plus précisément, vous voyez qu'il y a Médecins sans frontières sur le bateau qui est aux côtés de SOS Méditerranée. SOS se charge du sauvetage, Médecins sans frontières se charge de l'accueil des rescapés à bord et des soins à bord. Et donc Médecins sans frontières a été accusé par les Italiens d'avoir mal géré le tri des déchets à bord de l'Aquarius après une enquête de 18 mois. Et donc l'Aquarius a été accusé de présenter des risques de contagion toxique à cause de ces déchets qui sont débarqués dans les ports au moment des escales pour l'Italie, parce qu'il y aurait eu un mauvais tri, un tri non conforme des déchets à bord de l'Aquarius. Bon. L'argumentaire derrière ça, c'est que les douanes qui avaient fait une saisie je suis désolée de rentrer dans ces détails, mais ça vaut le coup quand même de connaître les détails. Les douanes italiennes avaient fait une saisie des déchets de l'Aquarius et avaient trouvé des vêtements de migrants ainsi que des restes alimentaires. Et donc, le présupposé derrière ça, c'est que ça présente des risques infectieux, voire toxiques. Et c'est sur la base de ces éléments que les autorités, le procureur de Catane en Italie a fait une enquête, a poursuivi Médecins sans frontières, a fait une demande de saisie de l'Aquarius, demande qui n'a pas été mise à exécution parce que l'Aquarius était en ce moment en France, en escale à Marseille. Mais ce dossier nous a contraints à renoncer à l'Aquarius et à donc mettre fin à l'affrètement parce qu'on risquait de se faire arraisonner si on repartait en mer avec le bateau sur la base de ces allégations qui sont évidemment fausses et complètement fallacieuses, qui ont été complètement démontées par Médecins sans frontières et par nous-mêmes, mais qui malgré tout n'avaient pas encore été jugées et mettaient le bateau à risque et nous bloquaient complètement dans notre activité de sauvetage. Donc, pour résumer, après 34 mois de sauvetage et 29 523 personnes secourues, l'Aquarius a été bloqué dans son activité par ce dossier judiciaire, après d'autres bateaux de sauvetage qui ont également été bloqués. Et nous avons décidé de mettre fin à l'affrètement de ce navire qui pourtant était absolument adapté au sauvetage sur tous les plans. Donc voilà. C'est fort dommage parce que depuis le 4 octobre dernier, nous sommes rentrés à quai et nous n'avons plus pu opérer de sauvetage. Et nous sommes aujourd'hui en train de chercher un nouveau navire pour repartir en mer au plus vite parce que les traversées ne s'arrêtent pas. Alors la théorie de l'appel d'air n'est pas vérifiée parce qu'il n'y a plus de navires de sauvetage et il y a toujours des gens qui traversent et il y a toujours beaucoup de morts malheureusement. Et c'est encore le premier axe migratoire le plus mortel au monde en 2018 ou au début 2019. Voilà, je finis un peu une longue introduction, mais ça plante le décor. Et alors, justement, vous évoquiez le fait que des gens qui vous accusent, finalement, d'être un maillon de la chaîne des passeurs
ou qui invoquent la théorie de l'appel d'air soit finalement assez efficace dans l'opinion publique et sur le terrain médiatique, puisque vous le disiez, c'est parti de petits cercles d'extrême droite en Italie, et puis finalement ça a réussi à se propager et à s'étendre sur le terrain politique. Selon vous, est-ce que votre mission est aussi de contrecarrer ces plans de communication, entre guillemets, et d'être aussi sur le terrain de la politique et du médiatique, où vous vous contentez finalement d'être là au moment où il faut sauver des migrants, des personnes. Comment faites-vous face à ce dilemme ? Alors, ce n'est pas un dilemme, mais c'est le contexte dans lequel on intervient. Il n'y a pas de dilemme parce qu'il y a une clarté absolue sur les fondamentaux de notre action. C'est le droit maritime international et c'est extrêmement simple à comprendre. C'est le devoir d'assistance à personne en danger. Donc, qu'on soit en mer ou à terre, quand une personne est en danger de mort, ce qui est criminel, c'est de ne pas porter assistance. Donc, il n'y a absolument aucun problème, aucune ambiguïté sur le fait que lorsque quelqu'un se noie, la seule réponse possible, c'est de lui tendre la main. Et c'est de ne pas tendre la main qui est criminel et qui est passible de poursuite. Donc, sur les fondamentaux, aucun dilemme. Par contre, effectivement, on est obligé de tenir compte de cet environnement qui a été évolutif. Mais on savait dès le début, en créant SOS Méditerranée, dans le contexte qui était celui de la création en 2015, et c'était d'ailleurs pour cela aussi qu'on souhaitait créer une société civile européenne de sauvetage, on savait qu'on allait intervenir dans un contexte extrêmement volatile et évolutif, avec des opinions publiques fluctuantes et à un moment donné très favorables au sauvetage. Et effectivement, par exemple, au moment où on a démarré, il y a eu la photo du petit Highline sur les plages de Turquie qui a fait le tour du monde, et on a été porté par un élan très positif de l'opinion publique au tout début. Puis il y a eu des attentats, revirement. Là, les migrants sont désignés comme boucs émissaires des problèmes de terrorisme, etc. Donc, revirement des opinions publiques et au niveau médiatique, etc. Et on sait bien qu'on évolue dans ce contexte-là, mais nos fondamentaux sont toujours les mêmes, toujours extrêmement clairs. Ils sont quand même mis en danger. C'est grave. Le devoir d'assistance, c'est pas seulement un impératif légal, c'est aussi un impératif moral. Il nous semble que, sur le plan éthique, renoncer au devoir d'assistance, c'est vraiment renoncer aux fondamentaux de notre société. Et c'est extrêmement grave, et ça va bien au-delà de la question de secourir des personnes qui sont en mer Méditerranée centrale. C'est beaucoup plus grave que ça. Mais donc, on doit effectivement tenir compte de ce contexte, et ne serait-ce pour une bonne raison, c'est que, effectivement, comme je l'ai expliqué à l'instant, ces entraves au secours ont été telles que tous les navires d'ONG ont été bloqués les uns après les autres. Donc, il y a des tentatives de chaque ONG de repartir en mer. On n'a pas tous les mêmes cahiers des charges, la même ambition, les mêmes exigences par rapport aux navires qu'on recherche. Pour SOS Méditerranée, le cahier des charges est vraiment celui d'un grand navire, avec, vous l'avez vu, beaucoup de professionnalisme de la part de nos équipes de marins sauveteurs. On a besoin d'avoir un navire qui tient la mer toute l'année, parce que notre expérience sur 34 mois, c'est qu'il y a des départs dès qu'il y a une fenêtre météo de temps calme. Donc on ne peut pas se permettre de venir là 3 mois par an quand il fait beau puis de repartir. Il y a des gens en danger de mort tout le temps. Voilà, donc c'est complexe. Il faut tenir compte de tous ces facteurs-là. On est forcément obligé d'en tenir compte, mais on n'est pas forcément très bon, effectivement, parce qu'on est avant tout des marins, des humanitaires, et on s'est quand même fait entraver, clairement. Ça a été la démonstration de l'année 2018, jusqu'à ce que ce navire, qui, encore une fois, était parfait pour les opérations, était extrêmement adapté, soit bloqué. Donc, voilà, il faut tenir compte de cela. On en tient compte, mais on va repartir. On est en recherche très active là pour repartir au plus vite. Et on n'est pas naïf non plus. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il va y avoir de nouvelles entraves, de nouvelles tentatives. Et malgré tout, on est extrêmement déterminés, parce qu'il y a toujours des gens qui meurent en mer Méditerranée, que le droit est toujours là, que les impératifs moraux et éthiques sont les mêmes, et qu'il n'y a aucune raison de renoncer à notre mission. Et on voit justement que actuellement, il y a eu une vague populiste en Europe, avec des gouvernements qui sont installés, qui étaient assez hostiles aux migrants et au sauvetage des migrants en général.
Donc, comment est-ce que vous pensez agir dans le long terme face à cette opposition de plus en plus frontale, et quelles alternatives vous pourriez proposer en plus de nouveaux bateaux? Alors, SOS Méditerranée a été extrêmement médiatisé, c'est un très beau mouvement citoyen, c'est impressionnant, le soutien de la société civile européenne à ce projet qui a été qualifié de projet fou au début, etc. Ça coûtait, les opérations avec l'Aquarius, 11 000 € par jour, donc vous imaginez ce qu'il a fallu mobiliser comme fonds et le soutien de la société civile qu'on a eu pour ça. Et donc, un peu tout le monde a tendance à projeter ses fantasmes sur SOS Méditerranée ou à manipuler ou à instrumentaliser SOS Méditerranée et son action de sauvetage. Donc nous sommes une ONG humanitaire, maritime, dont la mission, c'est de sauver des gens, les protéger et de sensibiliser l'opinion publique et de témoigner. C'est ça notre mission. On n'est pas là pour régler la question des populismes en Europe. Par contre, comme je le disais à l'instant, face à ce contexte qu'il faut prendre en compte, bien évidemment, on n'est pas naïf, on réfléchit, on communique, on essaye d'anticiper la suite. Par exemple, jusqu'à présent, on a été toujours extrêmement transparent au jour le jour, presque à la minute, de tout ce qu'on se passait sur ce navire, etc. Et aujourd'hui, on n'est pas en train de dire à la minute où on en est de nos recherches du nouveau navire, parce qu'on n'a pas envie d'être entravé avant même d'être sorti du port, par exemple. Voilà. Donc évidemment, on adapte notre communication, etc., etc. Mais on n'est pas là pour contrer les populismes. On va continuer à exercer notre mission dans ce contexte-là. Et on espère aussi que, au-delà de la société civile qui nous soutient, des États continuent encore à respecter le droit international, qui est quand même le cadre d'action légale jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire. Même si c'est effectivement très très inquiétant de voir que par voie d'un seul tweet, le 10 juin 2018, et aucune loi n'a été jamais prise en ce sens, c'est vraiment un tweet qui a fait que Matteo Salvini, par exemple, en Italie, a fermé les ports italiens à tout navire. L'Aquarius a été le premier, ça a été extrêmement médiatisé, on a dû aller jusqu'à Valence, mais tous les autres navires depuis qui ont eu des rescapés à bord se sont vus interdire d'entrer en Italie pour débarquer les rescapés, alors même que le droit maritime international prescrit qu'un sauvetage se finit par un débarquement dans un lieu sûr et que les autorités de coordination de ce sauvetage, c'était justement les autorités italiennes. Donc les autorités italiennes se sont mis complètement en porte-à-faux avec le droit elle-même. Et l'État italien est hors la loi quand il ferme ses ports. Ça, c'est vraiment sur la question spécifique liée à l'Italie. Pour un peu plus largement, je trouve que vous avez bien posé la question, la mer, une zone de protection ou de non-droit. Malheureusement, c'est devenu depuis juin 2018, cette mer Méditerranée centrale, une zone de non-droit, parce que le droit maritime n'y est plus appliqué. À chaque fois qu'il y a eu des sauvetages depuis le mois de juin, il y a un espèce de mécanisme de marchandage qui se met en place entre États européens pour savoir, cette fois-ci, qui va bien pouvoir prendre les 43 personnes qui ont été secourues par tel bateau, ou les 151, ou les 18, ou les 49. Et donc, les bateaux ont été amenés à attendre en mer, ce qui est absolument... C'est du jamais vu à ce point-là, de faire attendre un bateau avant de débarquer des rescapés. Ça a été quelques jours au début pour l'Aquarius, puis de plus en plus longtemps, jusqu'à 19 jours d'attente en mer pour des rescapés avec une ONG qui s'appelle Sea-Watch, une ONG allemande. C'est absolument effrayant de voir à quel point le droit maritime est bafoué en toute impunité, sans aucune réaction. Et nous, on continue à le dénoncer, bien évidemment, en même temps qu'on se prépare pour repartir en mer. Et justement, vous évoquiez d'autres ONG qui ont la même ambition que vous. Comment on s'organise, comment on essaie de se coordonner entre ONG pour ne pas avoir, je sais pas moi, 2 bateaux au même endroit? Comment est-ce que vous arrivez à communiquer et finalement à vous organiser pour être le plus efficace possible? Alors, il y a eu rarement 2 bateaux aux mêmes endroits, sauf quand il y avait un afflux tel d'embarcations en détresse qu'il fallait que plusieurs navires arrivent pour pouvoir prendre en charge. On a eu à 2 reprises, par exemple, sur l'Aquarius, plus de 1000 rescapés à la fois. Parce que dans une journée, on multipliait des sauvetages auprès de différentes embarcations en détresse. Et on n'était pas toujours suffisant avec ce gros bateau, qui était à un moment donné vraiment le plus gros, pour pouvoir faire face à tous ces besoins. Donc c'est en fonction
du nombre de bateaux, ça a été rare qu'il y ait beaucoup de bateaux quand même. Malheureusement, ça a été un petit peu le cas en 2017. Il y a eu jusqu'à une dizaine de navires de sauvetage. En fait, la zone est immense. Donc il y avait un espèce de quadrillage de la zone face à la Libye. Et il y a aussi besoin très fréquemment de faire des escales pour renouveler le personnel. Donc on essaye de se coordonner sur le fait qu'il y ait quand même pas tout le monde parte faire son escale au même moment. Ça, c'est la logique, quoi, opérationnelle. Et puis ensuite, c'était en tout cas le centre de coordination des secours italiens qui indiquait aux navires, dont l'Aquarius, où avait lieu une situation de détresse. Soit un naufrage, soit un bateau en risque de faire naufrage. Et c'est à ce moment-là, les navires de secours ou n'importe quel autre navire sur zone a l'obligation de se déporter le plus rapidement possible pour porter assistance à cette embarcation en détresse. Donc c'est à la fois, je dirais, un petit peu de coordination opérationnelle et aussi les autorités maritimes qui coordonnent et qui indiquent là, tel et tel bateau, vous allez à tel endroit, et qui répartissent les moyens de manière la plus appropriée. Ça, c'était jusqu'au mois de juin 2018. Et ce que je disais à l'instant, c'est que depuis juin 2018, depuis la fermeture des ports italiens et depuis en juin 2018, il y a eu à la fois la fermeture des ports italiens et un autre événement très grave, mais qui a été passé sous silence, c'est que cette zone, qui est la zone de détresse au large de la Libye, a été confiée aux gardes-côtes, alors je mets des guillemets à gardes-côtes, libyens, je mets des guillemets parce qu'on ne peut pas vraiment considérer, étant donné les pratiques je ne sais pas si on peut appeler ça un corps de garde-côtes, que ce sont vraiment des corps très professionnels et constitués. Je dis ça, il y a des rapports des Nations Unies qui le disent mieux que moi. Il y a une très grande porosité en fait entre les trafiquants et les gardes-côtes, et ça a été expliqué dans le petit film que vous avez vu. Très souvent, les personnes se font intercepter et ramener à terre dans l'enfer libyen, dans les camps qui ne sont pas forcément des camps officiels, mais très souvent des camps tenus par des trafiquants, donc des hangars fermés où il y a des milliers de personnes qui attendent ou des centaines de personnes qui attendent. Et pour ressortir, ils doivent à nouveau payer. Donc c'est un cercle vicieux. Les personnes sont détenues. Pour pouvoir sortir, elles doivent payer. Pour prendre un bateau, elles doivent payer. Une fois qu'elles sont sur l'eau, elles sont réinterceptées par des gardes-côtes / trafiquants qui les remettent dans ce cercle. Et à nouveau, il faut payer pour pouvoir sortir. Et esclavage, torture, viol généralisé qui ont été décrits par tous les rescapés les uns après les autres. J'ai peut-être perdu le fil de votre question. Non. C'était la coordination, mais c'était la coordination. Voilà. Et justement, donc vous parliez du fait qu'à un moment donné, vous aviez eu de soutien d'État italien entre autres pour coordonner vos actions, mais aussi, sur le rapport d'activité qui est sur votre site, on voit que vous bénéficiez, par exemple, du soutien financier de la région Occitanie, alors que l'État français n'est pas forcément très favorable à l'accueil de ces migrants. Est-ce que vous y voyez peut-être un espoir d'un soutien de l'État français? Est-ce que vous y voyez un paradoxe en particulier? Alors, très, très intéressante question. Je vois que vous avez analysé dans le détail notre bilan. C'est très bien, parce que c'est très bien d'avoir une subvention de la région Occitanie, mais il faut la remettre un petit peu en proportion par rapport au budget global de SOS Méditerranée. Je vais vous donner les chiffres précis. C'est 50 000 € sur un budget de plus de 4 millions quand même annuel. Donc, vous voyez que ça fait vraiment pas beaucoup. Sur le bilan 2017, on avait 93% de dons privés. Donc, essentiellement, 75%, ce sont des particuliers qui sont les donateurs de SOS Méditerranée. Et ce n'est pas des personnes extrêmement fortunées, c'est vraiment des citoyens qui font des dons parfois modestes, mais qui, bout à bout, constituent 75% des ressources de SOS Méditerranée. Ensuite, 18% de mécénat, des entreprises. Pareil, ce n'est pas le CAC 40, les donateurs, les mécènes de SOS Méditerranée, c'est plutôt des petites et moyennes entreprises. Des fondations et d'autres associations. Donc 18% et 7% de subventions publiques. En 2017, on avait eu la chance, en plus de cette subvention d'une collectivité territoriale et aussi celle de la ville de Paris, d'avoir plusieurs députés qui nous avaient attribué des réserves parlementaires. Donc mis bout à bout, on arrivait à 7% du budget total de SOS Méditerranée.
Je pense qu'en 2018, on va être autour de 2%, pour vous donner un ordre d'idée. Donc non, l'espoir d'avoir un soutien de l'État français, non, je vous dis tout de suite, ce n'est pas tout à fait ça. Parce que très clairement, en termes de politique française, et pourtant on a un dialogue constant avec les autorités françaises, c'est plutôt la politique de l'État français en la matière, en Méditerranée centrale. C'est un soutien à la politique européenne qui est d'externaliser cette question de la migration de la Méditerranée centrale vers la Libye, d'aider donc à la formation et à l'équipement, soi-disant, et donc financièrement aussi, avec beaucoup de millions, les gardes-côtes libyens. Et très récemment, il y a quelques jours, on vient d'apprendre, par une fuite dans la presse libyenne, qui a été ensuite reprise par les médias français, que l'État français va donner des Zodiacs aux gardes-côtes libyens. Et vous pouvez chercher sur Internet, il y a beaucoup de témoignages très intéressants sur l'action de sauvetage, entre guillemets, des gardes-côtes libyens, qui montrent à quel point c'est pas des sauvetages, il y a des morts. Ils laissent mourir des gens qui sont autour de leur bateau, qui sont accrochés à leur bateau, ils les poussent, ils les frappent, enfin bref, voilà. Donc on ne peut pas appeler ça des gardes-côtes qui font des sauvetages. Donc pour résumer, pour en revenir à la politique française, non, le soutien d'une collectivité territoriale, c'est bien parce que ça montre qu'il y a quand même une sensibilité à cette question, qu'il y a donc un débat dans la société française, et c'est bien cela que nous souhaitons aussi provoquer, évidemment. Nous avons bien sûr un dialogue avec les autorités françaises et nous essayons d'avoir cette même sensibilisation sur la situation en Libye, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller expliquer ce qui se passe en Libye. Monsieur Macron, le président lui-même, a parlé de crimes contre l'humanité en novembre 2017, donc tout le monde est bien au courant de la situation. Et pourtant, la politique est bien celle d'une externalisation vers la Libye aujourd'hui pour éviter de se poser la question de qu'est-ce qu'on va bien faire avec ces personnes une fois qu'elles sont en Europe. Et justement, comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe entre la déclaration d'Emmanuel Macron qui qualifie les actes commis en Libye de crimes contre l'humanité et le choix de financer plutôt les Zodiacs, des Zodiacs pour des gardes-côtes libyens plutôt que d'aider des ONG telles que SOS Méditerranée? Écoutez, vous êtes encore jeune et plein d'espoir, c'est bien. Je suis ravie de voir que vous posez des questions tout à fait pertinentes qu'il faut poser aux responsables politiques. Je ne peux pas répondre à la place des responsables politiques. Pourquoi est-ce qu'ils n'assument pas logiquement et de manière conséquente les qualifications et les actes qui... Enfin, voilà, on ne peut pas à la fois dire qu'en Libye, c'est des crimes contre l'humanité qui se déroulent, et ça c'est vrai, attesté, prouvé, démontré par de multiples témoignages, et nous-mêmes nous avons essayé d'y contribuer à faire apparaître cette réalité de l'horreur, de l'enfer libyen, et à la fois soutenir une politique où les personnes vont être interceptées en mer et remises, ce que je vous décrivais tout à l'heure, dans ce cercle vicieux. C'est pas cohérent, voilà, donc pour nous, c'est une défaillance, mais qui n'est pas qu'une défaillance française, c'est une défaillance collective, morale et politique de nos États européens face à une situation qui est parfaitement connue aujourd'hui, parfaitement documentée. Et avant que CNN aille filmer les marchés aux esclaves en Libye, c'était déjà parfaitement documenté. Nous-mêmes, nous avons fait remonter des informations, nous avons fait remonter des témoignages. Il y a d'autres ONG qui le font aussi, qui dénoncent cela très, très activement et de manière très documentée. Il y a des rapports des Nations Unies. Donc la situation est extrêmement documentée, détaillée, connue. Et pourtant, depuis février 2017, la politique officielle de l'Union européenne, c'est vraiment ce soutien aux gardes-côtes libyens. Je ne rentre pas dans les détails, mais sachant qu'il n'y a pas d'État libyen par ailleurs. Il y a plusieurs groupes qui se disputent le pouvoir. Il y a un représentant avec qui les Nations Unies discutent, mais qui n'a pas du tout le contrôle du territoire en Libye, encore moins des eaux face à la Libye. Donc on est face à quelque chose qui ne tient pas. Et le HCR, par exemple, dénonce, le Haut Commissariat aux réfugiés dénonce très clairement le fait que la Libye ne peut pas être considérée comme un lieu sûr pour renvoyer des personnes. Donc en fait, c'est illégal. Du point de vue du droit international, il est illégal de refouler des personnes qui fuient la Libye et de les ramener en Libye. Et tout cela, pourtant, se fait avec le soutien de l'Union européenne. Je suis désolée, je ne peux pas répondre à votre question, il faut la poser à d'autres personnes.
Puis là, on va encore parler un peu de politique, mais il y a souvent les États européens essayent d'établir une distinction entre des réfugiés et puis des migrants qui fuient pour des raisons économiques, même si ces migrants économiques peuvent venir de pays très pauvres et puis presque dictatoriaux, comme l'Érythrée par exemple. Or, vous ne faites a priori pas cette distinction. Est-ce que vous faites, une fois qu'ils sont arrivés à terre, vous essayez de défendre tous ces individus de la même manière? Alors, non, parce que le mandat de SOS Méditerranée, ce n'est pas plus que le sauvetage en mer. Une fois de plus, c'est sauver, protéger et témoigner. Et on n'a absolument pas la capacité. Vous savez que SOS Méditerranée, c'est tout petit, hein, c'est une toute petite association. On a là maintenant péniblement une équipe de 20 salariés et on a beaucoup de bénévoles, mais c'est vraiment, c'est encore tout petit comme association. Il y a Médecins sans frontières qui est avec nous à bord de notre bateau. Ça a l'air comme ça énorme, c'est pas du tout le cas, c'est tout petit. Donc on n'a pas la capacité du tout, et c'est pas notre mandat non plus. Et il y a d'autres acteurs à terre pour accueillir, pour travailler sur la protection à terre des personnes. Mais je vais quand même répondre à votre question, et ça m'arrive de dire de manière c'est un peu la provocation, qu'on ne secourt pas des migrants. On ne secourt pas des migrants, on secourt des personnes en détresse en mer, et quelles qu'elles soient, on les secourrait de la même manière. Il n'y a pas à se poser de questions. Le droit maritime n'est pas différent pour un migrant, un réfugié, un plaisancier, n'importe quoi, n'importe qui en détresse en mer. La définition, c'est toute personne qui est en détresse en mer doit être secourue. C'est tout. Et c'est très intéressant d'un point de vue humanitaire de rappeler ce droit maritime, parce que c'est exactement ça la définition aussi du devoir d'assistance à terre et donc de l'impératif humanitaire. On est sur les mêmes fondamentaux et donc le droit maritime est très intéressant pour cela aussi. Donc il n'y a pas de distinction à faire. Pour nous, une personne en danger est une personne en danger, c'est tout. Et aujourd'hui, donc vous le disiez, l'Aquarius, c'est fini. Il est donc, il est éloigné. Il est, je crois, Calice, c'est ça. Donc il faut trouver des alternatives. Mais comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir au plus long terme? Comment est-ce que vous observez cette crise migratoire? Comment est-ce que vous, exactement. Comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir dans vos activités, mais aussi sur le regard porté sur la crise migratoire qui s'estompe, qui ne s'estompe pas, et qui est très lié évidemment aux problèmes géopolitiques, donc assez imprévisibles. Voilà. À court terme, il nous semble essentiel de repartir vraiment très très vite en mer, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que des personnes continuent à traverser, continuent à se noyer en mer. Très honnêtement, si on pose un petit peu les problèmes, des raisons pour lesquelles les gens partent et mettent leur vie en danger en mer, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Même si les routes migratoires changent parce qu'on bloque la Libye, on bloque par-ci, on voit bien que les routes après se déplacent. En 2015, le premier axe migratoire, c'était entre la Turquie et la Grèce, et puis après, c'était entre la Libye et l'Italie, et en 2018, c'est entre le Maroc et l'Espagne, en termes de nombre d'arrivées. Bon, toujours autant de morts quand même en Méditerranée centrale, et ça reste toujours l'axe le plus meurtrier. Mais les routes peuvent changer, mais les gens continuent à partir parce que les problèmes sont les mêmes dans les pays de départ. Il n'y a pas plus de voies légales pour quitter son pays et arriver dans un pays sûr. Donc, bien évidemment, les gens continuent à prendre la mer. Et moi, je ne vois pas à moyen terme, malheureusement, vraiment très, très malheureusement, je ne vois pas ça changer. Et je pense que les gens vont continuer à mettre leur vie en danger. Et d'ailleurs, ça ne se passe pas qu'en mer Méditerranée. Il y a d'autres endroits dans le monde où il y a des gens qui mettent leur vie en danger et qui migrent par la mer, qui fuient leur pays par la mer. Donc, je pense qu'il faut continuer cette action, d'abord parce que notre mission, c'est ça, et qu'il y a des gens qui continuent à se noyer, mais aussi parce qu'il n'y a aucune raison logique pour que ça s'arrête, malheureusement. Et on n'empêche pas des gens de quitter leur pays lorsque leur vie est en danger. C'est un leurre de penser que c'est efficace. L'histoire l'a montré, voilà. Donc, je pense qu'il faut continuer. Et en ce qui concerne SOS Méditerranée plus particulièrement, nous sommes une toute récente organisation. Quand on a créé SOS Méditerranée, je le disais tout à l'heure, on se disait que si on sauvait une personne, c'était déjà ça. On a sauvé 29 523 personnes en 34 mois. On va continuer peut-être à sauver quelques vies
beaucoup de vie, je ne sais pas, en mer Méditerranée. Peut-être qu'un jour, on sera amené à aller sur d'autres zones pour sauver d'autres personnes, sur d'autres axes migratoires. Mais nos équipes, en tout cas, ont acquis une expérience qui n'existait pas, un professionnalisme qui est extrêmement reconnu, pour le coup, par les premiers, c'est les gardes-côtes italiens, qui nous l'ont dit à de très nombreuses reprises. Il faut aussi pouvoir, et ça fait partie des perspectives pour nous, transmettre cette expérience, former des navires de marine marchande, d'autres, au sauvetage en masse, parce que d'autres bateaux sont amenés à rencontrer des embarcations en détresse. Ils n'ont pas ce savoir-faire, ils n'ont pas les équipements nécessaires. Donc on a beaucoup de choses à faire encore en termes de sauvetage. Et nous, notre horizon, c'est ça, c'est le sauvetage. Il y a un deuxième horizon quand même que je voudrais aussi évoquer, c'est la sensibilisation, le témoignage. Et ce que je fais aujourd'hui, ça fait partie de notre mission de témoignage. Pourquoi j'ai répondu à votre invitation avec plaisir, c'est parce que notre devoir, c'est aussi de faire savoir ce qui se passe dans cette mer Méditerranée. C'est aussi l'ambition du projet de SOS Méditerranée au départ, c'est que cette mer soit à la fois, redevienne en tout cas peut-être, en tout cas en partie, une mer qui ne soit pas seulement une mer de mort et de désespoir et une frontière, mais aussi une mer qui redevienne un espace civil, un espace d'échange, de culture, comme elle l'a toujours été, puisque ça a été depuis fort longtemps, des millénaires, un espace de partage, d'échange, des cultures, etc., et de commerce. Donc je reviens à la mission de témoignage. Pour cela, nous avons de nombreuses antennes qui sont créées avec des bénévoles très actifs. Il y en a certains dans la salle. Il y a beaucoup de mobilisation de la société civile à nos côtés parce qu'on est face à des enjeux tellement capitaux et cruciaux que les gens se sentent concernés. Nos actions, c'est aussi aller sensibiliser les jeunes. Donc on a démarré au tout début de SOS Méditerranée avec des bénévoles une action de sensibilisation scolaire. Parce qu'il me semble qu'au-delà de la mer Méditerranée centrale, ce sont vraiment nos valeurs qui sont en jeu. C'est des valeurs d'humanité, de respect de la dignité humaine. Et c'est grave de voir ces valeurs qui font naufrage en mer Méditerranée centrale. Heureusement, on voit que beaucoup de gens sont sensibles à la question. Et donc, il nous semble essentiel de transmettre ce qu'on peut transmettre dans des actions de témoignage en milieu scolaire également. Et pour nous, c'est l'avenir aussi. Donc, vous n'êtes pas vraiment le milieu scolaire. C'est déjà un public d'étudiants, déjà. Voilà, un peu plus adulte. Mais ça fait partie aussi de notre mission que d'aller échanger avec des jeunes, des moins jeunes, et de parler de tout cela. Et de montrer aussi que des citoyens, de simples citoyens, peuvent faire quelque chose. C'est trop facile. Et je vais prendre mon exemple à moi d'humanitaire, de dire que les États sont défaillants, ils ne font pas leur travail, et moi je fais quoi en tant qu'humanitaire dans cette situation? On peut tous faire quelque chose. Voilà, donc c'est aussi appeler à cette mobilisation, parce que au-delà de la vie de ces milliers de personnes en mer Méditerranée, ce qui est en jeu, ce sont nos valeurs fondamentales. Très bien, je vous remercie, c'était nos dernières questions. On va maintenant passer aux questions du public. On va faire circuler des 2 micros dans la salle. N'hésitez pas à vous signaler et parler proche du micro pour qu'on vous entende. Et puis on peut peut-être préciser que vous êtes venu avec d'autres membres de SOS Méditerranée qui seraient éventuellement aptes à répondre à certaines questions du public. Absolument. On a là dans la salle, par exemple, un marin sauveteur qui était à bord de l'Aquarius, Théo, qui est au premier rang. Notre délégué régional sur Bretagne, Grand Ouest, Pays de Loire, Bordeaux, enfin bref, c'est très très grand les territoires chez SOS Méditerranée, Bérangère Mata, et des bénévoles de l'antenne de Nantes aussi. Bonsoir, merci beaucoup de votre présentation, c'est très intéressant. Je voulais savoir de quoi vous auriez besoin de notre part. Vous avez, je pense, beaucoup de bonne volonté ici. J'ai vu sur votre site que c'était surtout des dons. Est-ce que c'est possible de vous aider avec du bénévolat sur Nantes ou de venir faire des missions d'un mois ou autre? Alors, oui, nous avons besoin, puisque nous sommes vraiment un SOS Méditerranée. Ce sont des citoyens qui ont décidé de travailler ensemble parce qu'ils trouvaient que c'était inacceptable de voir des gens mourir en mer devant leurs yeux aux portes de l'Europe. Donc vous aussi, vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez rejoindre notre antenne de Nantes si vous avez du temps pour être bénévole.
Si vous avez moins de temps, vous pouvez parler de notre action, vous pouvez relayer nos réseaux sociaux auprès de vos proches, de vos connaissances. Donc il y a beaucoup de choses à faire, effectivement. On aimerait bien qu'il y ait plus de jeunes qui rejoignent nos équipes ou de moins jeunes, il n'y a pas de problème. Tout le monde est bienvenu, tout le monde a des compétences. Il n'y a pas de prérequis minimum, on n'a pas besoin de telle ou telle compétence ou de tant ou tant de disponibilité. C'est en fonction vraiment des possibilités des uns et des autres. Nos antennes sont complètement animées par des bénévoles. Donc on a 15 antennes sur le territoire français aujourd'hui et on a plein de nouvelles demandes pour en créer d'autres. Et dans chaque antenne, il y a une réunion qui a lieu par exemple une fois par mois et on organise des événements, de la sensibilisation. On organise beaucoup, donc, comme je le disais à l'instant, de séances de sensibilisation scolaire. Donc, on s'organise, il y a des formations sur la situation en mer Méditerranée et pour bien pouvoir parler de cette action de SOS Méditerranée, on organise des formations pour nos bénévoles. Et donc, il y a un relais qui se fait comme ça par les bénévoles pour aller expliquer dans différentes instances publiques, culturelles, toutes sortes de manifestations, des festivals, voilà, des débats, des écoles, des entreprises parfois, pour aller expliquer ce qui se passe et faire comprendre la situation, amener à réfléchir. Aussi collecter des fonds, bien évidemment, parce que, comme je vous le disais, c'est des budgets colossaux et qui reposent sur des dons privés, donc essentiellement. Voilà. Et tout ce travail-là se fait sur le terrain, dans les antennes. Vous pouvez donc écrire à contact@sosméditerranée.org, c'est notre adresse mail, ou pour Nantes @sosméditerranée.org. Voilà, si vous êtes de Nantes. Aurez un autre bateau, est-ce que vous prenez des gens pour des missions d'un mois, par exemple? Ah oui, pardon, je ne vous ai pas répondu à cette question. Non, désolée. Vous avez vu la complexité des opérations de sauvetage tout à l'heure. En fait, sauf si vous êtes marin professionnel, alors dans ce cas-là, je m'excuse et je dis oui. Mais on a vraiment des marins professionnels à bord, des marins sauveteurs qui sont formés. Parce que c'est un milieu extrêmement difficile, complexe. Donc, on ne peut pas commencer à apprendre à se mouvoir sur un Zodiac le jour où on fait un sauvetage de masse. C'est pas possible. Donc, vraiment, on a besoin de personnes très expérimentées. Ça, c'est vraiment un parti pris de SOS Méditerranée. C'est pas le cas de toutes les ONG de sauvetage. Il y a des gens qui acceptent des bénévoles, d'autres ONG allemandes notamment, qui partent qu'avec des bénévoles, qui se relaient. C'est pas du tout notre choix. Notre choix, c'est de professionnaliser le plus possible notre action, de fidéliser nos équipes de marins sauveteurs, de les former. Et pareil pour ce qui est de la prise en charge médicale. C'est pour ça qu'on a choisi de travailler avec Médecins sans frontières à bord pour avoir une prise en charge extrêmement professionnelle parce qu'on est dans des situations extrêmes, vraiment. Vous n'avez pas vu nécessairement des sauvetages critiques là, dans ce reportage, mais il y a vraiment des situations très, très, très délicates à gérer. Et donc, on a besoin d'être le plus professionnel possible. Et, voilà, donc, et y compris pas pour être cuisinier, je devance sa question, non plus, parce que sur les navires de marine marchande, il y a des exigences, c'est très réglementé, donc c'est des cuisiniers professionnels. Bonjour, je voulais tout d'abord vous remercier pour ce que vous faites. Voilà. Et aussi, je voulais vous demander, vous avez parlé de beaucoup de situations illégales, en fait, tant en Libye que sur la fermeture des ports en Italie. Et je voulais vous demander s'il y avait des mesures juridiques, enfin des actions juridiques qui ont été lancées ou pas. Alors effectivement, il y a vraiment une foule de violations du droit maritime et du droit international en mer Méditerranée centrale. C'est assez impressionnant. En ce qui concerne SOS Méditerranée, nous n'avons pas cette expertise vraiment en interne et ce n'est pas notre mandat non plus que d'aller inculper les États, les poursuivre, etc. C'est le mandat d'autres organisations de défense des droits de l'homme, par exemple. Il y a effectivement des procès qui ont pu avoir lieu et qui ont pu être intentés. Mais en fait, il y a une grosse difficulté, c'est que le droit maritime n'a pas vraiment d'autres garants que les États eux-mêmes.
Le tribunal de la mer ne peut être saisi que par un État. Donc vous pouvez bien imaginer que les États eux-mêmes ne se saisissent pas face aux violations du droit maritime par eux-mêmes pour aller dénoncer ces violations. Et donc il y a un problème majeur de garantie de ce droit maritime finalement. Il n'y a pas de garant. Il y a une organisation maritime internationale qui dépend des Nations Unies et qui elle-même est composée de représentants d'États qui, voilà, donc, a par exemple validé le fait que les Libyens deviennent organisateurs du sauvetage en mer depuis le mois de juin, coordinateurs du sauvetage en mer. Ce qui est tout à fait aberrant du point de vue juridique. Voilà, donc on est face à un vide en fait. Et sur les actions intentées, il faudrait que des personnes qui elles-mêmes ont eu un préjudice, donc des personnes qui ont fait la traversée, intentent un procès contre les États. Il faut avoir été victime et il faut pouvoir trouver quelqu'un à inculper. Et qui est responsable de ces défaillances juridiques? C'est extrêmement complexe. Il y a beaucoup d'ONG telles que Amnesty International, la Fédération internationale des droits de l'homme, qui se posent des questions depuis plusieurs années sur comment faire pour faire respecter le droit et qui, en fait, on ne trouve pas vraiment de biais pour l'instant. Bonsoir. On a bien entendu que vous portiez assistance à des êtres humains, point barre, que c'est la mission de l'Aquarius. Pour autant, les mots sont toujours lourds de sens, et c'est comme ça aussi qu'on commence à manipuler les foules. Utiliser le terme migrant est à dessein, il est lourd de sens. Est-ce que vous ne croyez pas, malgré tout, que ne parler que de réfugiés et d'instiller cette notion de réfugié peut contribuer à contrecarrer justement le côté un peu négatif qu'il peut y avoir dans ce terme de migrant? Alors, le mot réfugié, il a une signification précise, en fait. C'est une catégorie juridique. C'est une partie des migrants qui sont des réfugiés. Ce sont ceux qui ont obtenu l'asile et la protection internationale dans un autre pays. On ne peut pas parler de réfugiés pour toutes ces personnes. Et encore une fois, on pourrait parler de boat people, par exemple. Enfin, il y a énormément de choses à dire sur la question des mots, bien évidemment, de la sémantique de ces personnes en détresse en mer. Mais c'est vrai que nous, on a un petit peu varié dans le temps sur l'utilisation des catégories de mots, mais on n'utilise plus le mot migrant du tout, effectivement, mais on n'utilise pas non plus le mot réfugié parce que c'est pas juste d'un point de vue technique et juridique. C'est peut-être juste pour une partie de ces personnes, mais ce sont avant tout des personnes en détresse en mer qui ont besoin d'être secourues, c'est tout. Et il n'y a pas à tergiverser, quoi. Il n'y a même pas un débat, en fait. Il n'y a pas de débat. Ah, mais ça, j'entends bien. Voilà. Non, mais donc on ne rentre pas dans ce débat parce qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, donc on ne va pas commencer à alimenter d'un côté ou de l'autre. Voilà. Mais effectivement, après, on pourrait analyser bien plus. Et je suis tout à fait d'accord, je vois très bien ce que vous voulez dire et je comprends vers quoi vous voulez aller comme idée. Très clairement, quelle est la différence entre le Costa Concordia qui fait naufrage en Méditerranée et une embarcation de migrants, pour le coup, si on utilise ce terme, qui fait naufrage en Méditerranée? Ça invite à réfléchir quand même, non ? Voilà, donc le droit est le même, devrait s'appliquer de la même manière pour tous. Je vous laisse méditer sur la réponse. Bonjour, merci en tout cas de votre intervention. C'est vrai que je me pose une question, c'est qu'on a sauvé à bras ouverts les boat people, parce que voilà. Et qu'est-ce qui a pu vraiment changer dans la mentalité des gens, dans l'économie, dans la politique, où maintenant on n'est plus capable d'accueillir les migrants et ces réfugiés? C'est vrai, enfin, humainement, ça me pose question. Pourquoi dans les années 70, on a accueilli comme ça les Vietnamiens qui se noyaient quand même dans la mer, et pourquoi maintenant on n'est pas capable d'accueillir, entre guillemets, je suis désolée, les Noirs et les Arabes, voilà. Je me pose question, ça me... Je pense que vous posez la bonne question.
on peut penser qu'il y a du racisme quand même, quelque part, derrière tout ça. Des peurs, et puis il y a des manipulations politiques de ces notions-là. Il y a de la peur qui est utilisée à des fins politiques. Et effectivement, les boat people, c'était des personnes qui étaient sur des bateaux. Boat people, personnes sur des bateaux. Donc ça veut bien dire personnes en détresse en mer. Et c'était pas des migrants, eux. Pourtant, c'était des migrants, non ? Voilà. Donc vous voyez bien que les mots sont pas utilisés de la même manière et qu'il y a une instrumentalisation politique de ces questions, de la détresse humaine, voilà. Et malheureusement, je dirais, mais c'est comme ça, quoi. Et face à ça, pour nous, ce qui est vraiment essentiel, c'est de remettre au centre de la préoccupation l'humain, l'humanité. Et elle est la même partout, l'humanité. Donc il n'y a pas de catégorie à faire et pas de distinction à faire entre tel ou tel qui prend un bateau. Mais bon, c'est quand même le contexte dans lequel on vit aujourd'hui. On n'est pas complètement naïf. Bonsoir, merci pour votre témoignage. Moi, je voudrais savoir très concrètement comment ça se passe pour rechercher un bateau. En fait, j'imagine que vous ne le faites pas construire exprès. Vous récupérez des bateaux qui existent déjà, je ne sais pas. Est-ce que ce sont des bateaux de commerce? Est-ce que ce sont des bateaux qui sont spécialement faits pour le sauvetage? Comment est-ce que ça se passe concrètement? Des bateaux tels que l'Aquarius, vous voulez dire? Non, ce sont des bateaux qui existent déjà. On n'a pas du tout les moyens, mais ce serait bien. Hein, si vous connaissez des mécènes dans la salle, vous venez me voir après. Pour faire construire un bateau qui corresponde à notre cahier des charges rêvé, ça coûte très 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 cher en fait, un bateau neuf. Donc on fait très concrètement, on a fait des appels d'offres sur le marché de la marine marchande avec un cahier des charges très précis, avec beaucoup de critères à respecter. Et donc on fait une recherche, donc on est vraiment dans cette phase aujourd'hui par exemple, qui commence par ce cahier des charges techniques, un bateau qui peut naviguer toute l'année, qui est très stable, qui a une capacité d'accueil de plusieurs centaines de personnes, qui peut emmener aussi environ 30 à 35 membres d'équipage de nos équipes et des équipes de Médecins Sans Frontières et des journalistes, qui peut être équipé d'une clinique, etc., etc. Donc la liste est longue. Ensuite, il y a des critères économiques. L'Aquarius, il a été construit en 1977, donc il a été très déprécié. C'est un vieux bateau, mais il était extrêmement bien entretenu. Donc c'était un très très bon rapport qualité-prix. Ça coûtait quand même 11 000 € par jour, les opérations. Mais aujourd'hui, dans nos recherches actuelles, on voit que le marché, on ne trouve pas du tout l'équivalent de l'Aquarius, un vieux bateau comme ça, qui correspondrait à nos besoins. Donc ça, c'est forcément, nos recherches s'orientent forcément vers un bateau beaucoup plus récent. Et ça va coûter beaucoup plus cher. Donc voilà, c'est par des appels d'offres et l'analyse et les visites techniques et la négociation. Donc il y a tout un aspect de gestion qui est très importante aussi dans notre activité. Et l'Aquarius, il servait à quoi avant? Il a eu plusieurs usages. Il a été construit comme navire d'assistance aux bateaux de pêche en mer du Nord. Ensuite, il a été aussi utilisé comme garde-côte par la marine allemande. Et comme il était dans la main de la marine allemande, il était en très très bon état. Merci beaucoup. Est-ce que les migrants, vous avez des retours des migrants, des réfugiés qui vous disent voilà, comment ils ont été accueillis en Italie ou en France et leur histoire? Est-ce que vous avez des suites de leur histoire quand ils sont arrivés ici en Europe? Comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas malheureusement suivre toutes les personnes qui ont été secourues à bord. Notre mission, c'est vraiment le sauvetage en mer. Et quand on a créé SOS Méditerranée, il n'y avait pas d'autres bateaux de sauvetage du tout. Donc on s'est vraiment concentré sur cette partie, ce chaînon manquant, qui est la mer. Et on n'a pas la capacité de suivre toutes les personnes individuellement, malheureusement. Mais bien évidemment, il y a des personnes qui viennent nous voir, qui nous écrivent, qui nous appellent, qui nous disent, ou voire même qui viennent à nos réunions de bénévoles. On a eu, je ne sais pas, vous pouvez peut-être raconter des histoires qui se sont passées dans l'antenne de Nantes. Je vais vous laisser raconter. Et il y a des personnes qui... vous pouvez passer le micro et quelqu'un de l'antenne de Nantes peut raconter ce qui s'est passé pour une personne qui a été secourue par l'Aquarius, par exemple. Oui, bonsoir. Il y a
Il y a 2 ans à peu près, j'ai ouvert ma porte parce que j'ai la chance d'avoir une grande maison. J'ai ouvert ma porte à un jeune garçon africain qui avait été reconnu, dont le département estimait qu'il n'était pas mineur en fait. Et donc, pour lui, c'était la rue. Donc, il venait de passer 3 mois à la rue, en dormant dans la salle d'attente des urgences de l'hôpital, très angoissé parce qu'il avait passé 6 mois en Libye dans des conditions vraiment pénibles. Et bon, ça m'a juste pas pensé possible de le laisser à la rue. Et donc voilà, il habite à la maison depuis 2 ans. Enfin, comme un grand frère pour les enfants. Et quelques semaines plus tard, il parlait pas beaucoup. Il n'avait pas envie de parler de ce qu'il avait vécu. Moi, je le laissais tranquille. Quelques semaines plus tard, je lui ai dit, écoute, il y a une réunion d'information d'une association qui s'appelle SOS Méditerranée. Est-ce que ça t'intéresse de venir ? Il m'a dit oui, d'accord. Et on était dans la salle, on écoutait un témoignage de quelqu'un qui avait été à bord de l'Aquarius. C'était il y a presque 2 ans, on savait moins quand même. Et c'était très violent ce qui était raconté. Et il m'a dit, c'est le bateau qui m'a sauvé. Tout ce qu'elle dit, la dame, c'est vrai, et c'est même encore pire. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il m'a raconté. Et aujourd'hui, Daouda, il est en CAP électricité, il est premier de sa classe. Il a les félicitations du conseil de classe depuis 2 ans, et il est présenté au concours de meilleur apprenti de France. Voilà. On espère qu'il va avoir un titre de séjour. Ça dépend de la préf. Alors, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Sophie Beau. Je sais que vous avez d'autres impératifs ensuite à Nantes. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup d'avoir pris la patience de répondre à nos questions. Et merci à vous d'être venus. Moi, je vous remercie aussi parce que, comme je disais, on est content de pouvoir échanger avec des citoyens sur cette problématique et puis sur nos actions. Donc, merci de nous avoir invités et accueillis et de vos questions. Merci à tous.